Le FG-42 reste l'arme d'infanterie la plus sophistiquée de la Seconde Guerre mondiale. Plus légère qu'un M1 Garand américain, entièrement automatique, précise jusqu'à 400 mètres. Un chef-d'œuvre technique qui a défini le fusil d'assaut moderne. Les parachutistes allemands l'adoraient. Pour eux, c'était la perfection absolue. Mais cette perfection avait un prix que l'économie du Troisième Reich ne pouvait plus payer. Pourquoi une telle arme est-elle restée entre les mains d'une poignée d'élites? L'économie a rendu la production de masse impossible. Le FG-42 ne naît pas d'un calcul d'ingénieur, mais d'un traumatisme. Il est le fils direct d'un désastre. Mai 1941. Le ciel de Crète se couvre de soie blanche. Des milliers de parachutistes sautent dans le vide. C'est l'opération Mercure. Les hommes quittent les carlingues des Junker 52. Le vent siffle dans les suspentes. Sous leurs bottes, l'île est une fournaise. Mais un détail scelle déjà leur destin. La doctrine de la Luftwaffe est rigide. Le parachutiste saute avec un pistolet Luger ou une grenade, rien d'autre. Ses armes lourdes, ses fusils Kar 98K et ses mitrailleuses MG34 descendent séparément. Elles sont enfermées dans des conteneurs métalliques largués au milieu de la zone de combat. À terre, le piège se referme. Les Britanniques attendent. Les parachutistes sont seuls. Ils rampent désespérément vers les caisses d'acier sous un feu croisé. 4000 parachutistes d'élite meurent en quelques jours. Les survivants réclament l'impossible, une arme individuelle capable de tout faire. Légère pour le saut, puissante pour le combat à longue distance, rapide comme une mitrailleuse. Les ingénieurs reçoivent un cahier des charges délirant. L'invasion de la Crète commence. En mai 1941, au-dessus de la Crète, des milliers de parachutistes sautent vers l'enfer sans leurs fusils Kar 98K ni leurs mitrailleuses. C'est la plus grande invasion aéroportée de l'histoire. Les Fallschirmjäger tombent du ciel. Mais ils sont nus. La doctrine est absurde. Les fusils et les MG34 sont trop longs, trop lourds. On les enferme dans des conteneurs séparés. Le soldat saute, il touche le sol, dans ses mains, un simple pistolet. Parfois un MP40. L'élite de l'armée est vulnérable. Le parachutiste rampe sous un feu croisé. Il cherche désespérément son arme. Les balles sifflent. Elles ricochent contre le métal des conteneurs hors d'atteinte. Le bruit est sec, obsédant. Les défenseurs britanniques tirent sur des cibles presque désarmées. 4000 morts. En une seule opération, l'Allemagne perd 4000 parachutistes d'élite. C'est un massacre. Le prix de l'incompétence logistique est insupportable. Les survivants sont furieux. Les commandants exigent l'impossible. Ils veulent une arme totale. Elle doit peser moins de 10 livres. Elle doit tirer en automatique comme un pistolet mitrailleur. Elle doit rester précise à 400 mètres. Un seul outil pour remplacer le fusil, la mitraillette et le fusil mitrailleur. En 1942, les officiers de la Luftwaffe transmettent ce cahier des charges suicidaire aux ingénieurs de Rheinmetall. Les ingénieurs de Rheinmetall reçoivent l'ordre en 1942. Ils doivent transformer les traumatismes de la Crète en acier. Le résultat s'appelle la FG-42, un fusil de parachutiste qui défie la physique de l'époque. Imaginez le contraste. Le fusil standard américain M, un Garand, pèse 5 kg et ne tire qu'au coup par coup. La FG-42 pèse moins de 4,5 kg. Pourtant, elle crache des rafales automatiques, un monstre de puissance logé dans un corps de plume. Comment une arme aussi légère peut-elle encaisser un tel choc? La réponse tient dans sa munition, la 7,92 par 57 mm Mauser. Ce n'est pas une balle de pistolet pour combat de rue, c'est une cartouche de précision capable de stopper un homme à 400 mètres. Le parachutiste bascule le sélecteur de tir, un clic métallique sec, lourd, définitif. L'arme passe du tir de précision à la saturation totale. La cadence grimpe instantanément, entre 750 et 900 coups par minute. Le chargeur de 20 cartouches s'insère par le côté. C'est un choix délibéré. Un bipied intégré se déplie pour transformer le fusil en mitrailleuse légère. Les ingénieurs ont même prévu un changement rapide du canon, comme sur la MG42. Sous la carcasse se cachent des solutions mécaniques encore jamais vues. Pour que le recul du puissant calibre 7,72 mm ne brise pas l'épaule du tireur, les ingénieurs de 1942 bouleversent la géométrie de l'arme. Ils inventent le garde-main et la crosse en ligne droite. L'axe du canon s'aligne désormais parfaitement avec l'épaule. Traditionnellement, le tir relevait le canon vers le ciel. Ici, la force recule horizontalement.
Le parachutiste presse la détente. Le choc frappe le creux de l'épaule, sec mais rectiligne. Le canon reste stable. Le tir automatique devient enfin contrôlable. Pourquoi fixer le chargeur sur le côté? Pour que le soldat puisse s'écraser au sol sans encombre. Imaginez la scène. Le parachutiste plonge dans la boue. Il déplie les bipieds intégrés. Sur un Mauser Car 98K ou un Garand M1, le chargeur bute contre la terre. Ici, rien ne dépasse sous la carcasse. Le chargeur de 20 coups est planté sur le flanc gauche. Le tireur fait corps avec le sol. Il devient une cible minuscule, tout en délivrant un déluge de feu. Le système fonctionne par emprunt de gaz avec une culasse rotative. Cette mécanique garantit une fiabilité totale dans la poussière des tranchées. Le sélecteur de tir offre un choix rare pour l'époque, la précision du coup par coup ou la saturation de zone en automatique. La STG-44 a popularisé ce concept, mais la FG-42 l'a imposé dès 1942. Cette ergonomie révolutionnaire définit le futur. L'AR-15, l'AK-47, le FN-FAL ou le G3 allemand reprendront tous cette architecture. Les ingénieurs tentent alors de simplifier la fabrication par l'usage de l'acier embouti. Mais la complexité interne de l'arme défie les lois de la production de masse. La STG-44 sera produite à des centaines de milliers d'exemplaires. Pour la FG-42, les usines ne livreront que 7000 unités. Une poignée de fusils d'élite ou une division de chars lourds. Le prix de la perfection a failli paralyser les usines du Reich. Combien coûte l'arme idéale? Assez cher pour que Berlin préfère armer 400 000 hommes avec des modèles bas de gamme. Le calcul est glacial. Une seule FG-42 coûte entre 450 et 950 Reichsmark. C'est la paie de 6 mois d'un ouvrier qualifié. À titre de comparaison, le Car 98K de base ne revient qu'à 50 marks. Le STG-44, 70 marks. Produire une seule carabine de parachutiste demande autant de ressources que 10 fusils d'assaut modernes. Le temps est l'autre ennemi. 120 à 150 heures de travail pour une unité. 6 heures pour un fusil standard. 150 heures, contre 6. L'écart est suicidaire. Avec l'acier et les heures perdues sur ces 7000 fusils, l'Allemagne aurait pu assembler 60 000 STG-44 supplémentaires, ou 130 000 carabines classiques, ou encore 20 chars Tigre complets. L'arme s'est révélée si complexe que même l'usage de la tôle emboutie n'a pas fait baisser l'addition. À cause de cette gestion comptable, les parachutistes des Ardennes ne recevront que des miettes en décembre 1944. Le haut commandement a tranché. Entre 7000 fusils parfaits et 400 000 armes ordinaires, la logistique a choisi le nombre. Les ingénieurs cherchent l'impossible, simplifier l'orfèvrerie. La première tentative s'appelle Modèle 1. Entre 1942 et 1943, les usines sortent 2000 exemplaires. L'acier est estampé. La poignée pistolet affiche un angle vif, presque agressif. Trop cher, trop fragile. Les pannes s'accumulent sur les chaînes de montage. Le modèle 2 arrive en 1943 pour corriger le tir. La poignée devient droite, le bipied est renforcé. Certaines pièces sont désormais usinées pour gagner en solidité. 5000 unités sortent des ateliers jusqu'en 1945. Mais le miracle n'a pas lieu. Même simplifiée, cette arme reste une énigme pour la production de masse. À cause de ce prix astronomique, les 7000 exemplaires produits deviennent le privilège d'une caste minuscule. Les parachutistes de la Luftwaffe sont prioritaires. Quelques unités d'élite de la Waffen-SS en reçoivent par pur favoritisme politique. La division Brandebourg, spécialiste des opérations clandestines, récupère quelques miettes. Les nageurs de combat et les commandos de marine ferment la marche. L'ironie est totale. Le parachutiste s'assoit au fond d'un trou de rat. Ses doigts sales caressent l'acier froid du modèle 2. Il serre la poignée droite, sans le poids de la machine. Il lève les yeux vers les nuages. Le ciel est vide. Depuis le désastre de Crète en 1941, Hitler a formellement interdit les sauts massifs. L'élite meurt désormais dans la boue commune. L'outil parfait, conçu pour tomber du ciel, ne connaît que la poussière des tranchées. 7000 fusils de haute technologie servent de simples béquilles à une infanterie clouée au sol. En 1943, l'arme des airs est devenue un fusil de terre. Même si ces unités d'élite piétinent la boue des tranchées depuis 1943, au lieu de sauter du ciel, le fusil justifie chaque heure de production dans les ruines du Monte Cassino.
Comment une poignée de soldats isolés a-t-elle pu tenir face à des groupes d'assaut entiers? La réponse tient dans leurs mains. Chaque homme dispose de la puissance de feu d'un groupe de combat complet. Monte Cassino, 1944. Les parachutistes allemands sont retranchés dans les décombres de l'abbaye. Ils sont encerclés. Les munitions manquent. Mais ils possèdent le FG-42. Un tireur ajuste une cible à 400 mètres avec la précision d'un sniper. La seconde d'après, il bascule le sélecteur. Un craquement assourdissant déchire l'écho des montagnes italiennes. 20 cartouches de calibre 7,92 mm partent en rafale libre. C'est le chaos. Les vétérans des Fallschirmjäger ne jurent que par elle. Pour eux, ce n'est plus une pièce d'ingénierie complexe, c'est une assurance-vie. L'arme combine deux fonctions opposées. Elle est aussi précise qu'un fusil de précision et aussi dévastatrice qu'une mitrailleuse légère. Le poids est contenu, le recul est maîtrisé. En Normandie, après le jour J, les commandants alliés s'attendent à une rupture rapide des lignes. Ils se trompent. Fin 1944, dans les forêts gelées des Ardennes. Les unités d'élite équipées du FG-42 infligent des pertes disproportionnées aux troupes américaines. Le rythme est brisé. Les GI progressent mètre par mètre sous un déluge de feu automatique inattendu. Les rapports de renseignement changent de ton. L'avance alliée ralentit brutalement face à cette intensité de tir imprévue. 10 ans plus tard, cette conception servira de base aux fusils de l'OTAN. Mais en 1943, elle se contente de broyer l'infanterie alliée. Imaginez un soldat américain dans la boue. Il porte un fusil M1 Garand, 11 livres d'acier et de bois. Son arme est semi-automatique. Combien de balles peut-il tirer en une minute? 40 coups ajustés. En face, l'Allemand presse la détente de son FG-22. 750 balles par minute. Une puissance de feu de la Grande Guerre dans les mains d'un seul homme. L'écart technologique devient une agonie physique. Le fusil mitrailleur américain Barr pèse plus de 19 livres, presque 9 kilos qui scie l'épaule du G1. Le canon chauffe, rougit, devient brûlant. Il est fixe. Le soldat doit attendre. Il ne peut plus tirer. À quelques mètres, le parachutiste allemand manœuvre une arme de 9 livres, moitié moins lourde. Le canon sature, il le déverrouille. Il insère un tube froid en quelques secondes. Le tir reprend instantanément. Pourtant, cette perfection a un prix. Le FG-22 coûte 10 fois plus cher qu'un Garand à produire. Face au STG-44, il impose sa puissance. Une cartouche de 7,92 par 57 mm, portée 400 mètres. Le STG s'arrête à 300. Le FG-22 gagne chaque duel technique, mais il perd la guerre industrielle. Le STG-44 est plus simple, plus équilibré. Et surtout, il y a le Mauser Kar 98K. Le vieux verrou reste la colonne vertébrale du Reich. Fiable, rustique, produit à des millions d'exemplaires pour un coût dérisoire. L'excellence technique ne gagne pas les guerres. La logistique, si. En 1943, les généraux allemands font face à une mathématique implacable. La FG-42 est un chef-d'œuvre, mais elle arrive dans un monde en ruine. 10 millions de soldats soviétiques déferlent à l'Est. Une marée humaine que l'acier le plus fin ne peut stopper. Au même moment, le ciel s'assombrit. Les vagues de bombardiers B-17 et B-24 saturent l'horizon. Une seule forteresse volante américaine nécessite autant de ressources et de métaux que des milliers de fusils d'infanterie. Le choix est impossible. Construire des fusils d'élite ou tenter de défendre les usines? Le pétrole manque, les chars s'arrêtent, les lignes de ravitaillement se brisent sous les bombes alliées. Mais alors que l'infanterie compare encore le STG-44 et la FG-42 dans les tranchées, les usines allemandes reçoivent déjà les tonnes d'explosifs des B-17. La précision d'une carabine de saut ne sert à rien contre un tapis de bombes. Un fusil, aussi parfait soit-il, ne descend pas un bombardier lourd. L'Allemagne avait besoin de masse, pas de perfection. Le mieux est devenu l'ennemi du suffisant. À la fin des combats, les Alliés fouillent les entrepôts et les cadavres. Ils saisissent environ 2000 fusils FG-42. Regardez le canon du fusil mitrailleur M249 SAW. Son système de changement rapide vient d'ici. Les ingénieurs alliés n'ont pas seulement saisi des armes, ils ont disséqué une vision. Le Troisième Reich s'effondre. Mais les plans de la FG-42 finissent sur le bureau d'Eugene Stoner. L'ingénieur américain manipule le verrou rotatif capturé. Un clic métallique sec. Le mécanisme est fluide, précis. Stoner observe le système d'emprunt de gaz et trace les premières lignes de ce qui deviendra l'AR-10, puis l'AR-15. Comment un échec industriel est-il devenu la norme mondiale? Les vainqueurs ont tout pris. Le sélecteur de tir, le piston,
la disposition linéaire. Mikhail Kalachnikov lui-même aurait étudié ces exemplaires, même si le débat persiste. Une chose est sûre, l'ADN de cette arme coule dans le M14 et le FNFAL. L'automatisme imaginé dans une Allemagne assiégée équipe aujourd'hui les soldats du Texas au Moyen-Orient. Ce n'est plus une arme de parachutiste. C'est le standard global. Pendant que Stoner copiait le verrou, les Alliés s'emparaient du butin. 2000 fusils FG-42 partent directement pour des tests au terrain d'essai d'Aberdeen. Les rapports américains sont sans appel. L'arme surpasse tout ce que l'arsenal des États-Unis possède dans cette catégorie. Pourquoi Washington n'a pas mis ce chef-d'œuvre sur ses chaînes de montage? Rééquiper les usines pour un mécanisme aussi complexe coûtait trop cher. L'Amérique avait déjà des millions de M1 Garand en stock. La logistique a tué l'innovation. Les Britanniques arrivent à la même conclusion. Les Soviétiques dissèquent les exemplaires capturés dans le plus grand secret. Mais personne ne veut payer le prix de la perfection. Aujourd'hui, l'acier froid a laissé place à une odeur de graisse de stockage et de vieux bois vernis. Les exemplaires survivants dorment sous verre. Sur 7000 unités produites, la majorité a fini en morceaux dans les ruines du Reich. Le marché des collectionneurs est devenu un champ de bataille financier. Pour un seul tube original, les enchères s'envolent. 30 000 $, 60 000, parfois plus de 100 000 $ pour une seule pièce. C'est le paradoxe final, une arme trop coûteuse pour un empire, devenue le Graal absolu des enchères privées. Il n'en reste que quelques centaines dans le monde entier.